À la fin des années 60, à New York, certaines individualités motivées à la fois par le désir de s'affranchir du groupe, mais surtout par la prise de conscience que la répétition de leur signature leur attribuait une notoriété, les Taki 183, Eva et Barbara 62, Stay High, mais aussi d'autres donnèrent naissance au writing. Ce geste inaugural devint très vite un vrai mouvement. Chaque matin, une autre signature apparaît, à tel point qu'il faudra inventer une nouvelle manière pour se distinguer. Leur tag au marqueur laissait place à d'imposantes lettres peintes à l'aide de bombes aérosols et contournées. Le dessin de la lettre va faire, dès lors, l'objet d'une invention continue. Reprenant un mode de communication primaire, les New-Yorkais communiquaient au monde entier. Personne n'avait alors réalisé l'ampleur qu'allait prendre ce mouvement. Dès qu'ils l'ont vu, des milliers de jeunes adolescents peuplant les capitales du monde ont compris leur démarche et l'ont reproduite sur les murs de leur propre ville. Le tag, c'est de l'écriture au trait. Et le graphe, c'est des lettres contournées. La lettre, dans le cas du graphe, prend du volume, de l'épaisseur, ce qui suppose de la dessiner. Comme pour les alphabets conventionnels, dans le graffiti, chaque lettre se construit. Et le jeu du writing, c'est de partir de lettrages classiques et de les personnaliser en faisant évoluer leur construction. Soit le style reste le plus lisible possible et se concentre sur le tracé de la lettre, c'est le cas par exemple des block letters, soit l'exercice est de dynamiser la forme des lettres, quitte à en compliquer sa lecture. Ce genre de lettrage est généralement appelé le wild style. Ainsi, deux écoles s'affirment. Celle des CTK, qui privilégie la lisibilité du nom et travaille principalement le tracé de la lettre, et celle des BBC, qui privilégie la forme du nom dans son ensemble. Le contour de la lettre n'est plus utilisé pour la faire ressortir, mais pour aboutir à un mouvement d'ensemble. Ils arrivent à des niveaux de décomposition des lettrages tels que leur nom devient illisible profane. Le graffiti s'est développé partout où il a pu. D'abord sur des espaces illégaux, et notamment sur les murs des quais de Seine et dans la rue, mais il s'est aussi emparé de nombreux lieux abandonnés, les terrains vagues, où les graffeurs pouvaient se rencontrer et prendre le temps de développer leur technique et leur style sans être trop inquiétés par la police. I must achieve my talent on the mic to make you. Let's do it. De 85 à 88, à côté de Stalingrad, le graffiti s'est aussi et surtout développé dans la rue. La plupart des graffeurs de terrain vague, et surtout des milliers de jeunes taggers, développent le graffiti dans son essence même, celui qui impose son nom aux autres sans permission, sur tous les supports visibles par le public. Toutes les voies de circulation, la rue, le métro, les trains, les camions, vont être utilisés par les taggers pour se faire connaître dans toute la ville. Terrain vague, c'était marrant parce que tout le monde s'en rencontrait. C'est là où tu pouvais vraiment prendre ton temps et faire des trucs qui, techniquement, étaient les mieux que tu puisses faire parce que t'as pas la contrainte des keufs, des machins. Des milliers de tags commencent à recouvrir Paris. Et pour se distinguer, certains writers exécutent des graphes dans la rue. Plus visibles et plus risqués, ils valent des dizaines de tags. Mais ils sont plus longs à exécuter. Pour gagner du temps et être facilement visibles, les graffeurs utilisent une colorisation assez basique. Une couleur claire pour l'intérieur des lettres, une couleur foncée pour l'extérieur.
Inspirés par New York, les writers veulent peindre des graphes sur les wagons du métro. Le tag, rapide à exécuter, permet de recouvrir plusieurs rames, ce qui oblige la RATP à les faire circuler. Mais généralement, le temps nécessaire à faire un graphe ne permet de peindre que peu de wagons. La RATP peut alors les immobiliser et les envoyer immédiatement au nettoyage. Le graffiti, c'est de la publicité. C'est même une nouvelle forme de publicité, c'est de la publicité sauvage. Tu fais la promotion d'un produit et ce produit, c'est toi. Et comme outil, l'outil dont tu disposes pour promouvoir ce produit, c'est le vol. Le vol de ta peinture et surtout le vol de tes espaces publicitaires. Et ça n'existe nulle part ailleurs. Quand tu fais un disque de rap, tu as besoin d'être produit, tu as besoin d'être distribué et tu as besoin d'être écouté. Alors que toi, en tant que graffiteur, tu imposes et tu fais subir aux spectateurs ta propre campagne de publicité exactement à la manière de la publicité. La publicité, tu ne peux pas passer à côté. Tu la vois sur les affiches, tu la vois à la télé, tu te retrouves pris là-dedans. Et c'est pareil avec le graffiti. La seule différence, c'est que tu donnes de thunes à personne parce que tu ne rentres pas dans un système. Et ça, c'est ce que personne ne peut accepter. Du coup, on a remis les bouchées doubles et ce qui à la finale a été une bonne émulation entre le métro et les stations parce qu'on a commencé chacun à mettre la pression en peinture sur le métro à Paris. Par semaine, c'était au moins 4 ou 5 entrepôts. Forcément, il y a des lignes qu'on saturait, des lignes aériennes, la 6. Il pouvait y avoir des périodes où il y avait 7, 8 métros à nous qui étaient peints, qui tournaient en même temps. Sur la 7 particulièrement, ça roulait jusqu'à 4 voire 6 mois dans l'année. On faisait des stations aussi, il y a eu beaucoup de stations, ça on n'en parle pas, mais il y en a eu beaucoup et on s'enfermait, on avait les clés et tout. Plus on pétait des stations, plus ça devenait commun et il fallait trouver une station qui ait du prestige et voilà, une station qui n'avait jamais été faite. La station de métro Louvre a été victime la nuit dernière de taggers qui ont recouvert de graffiti les reproductions de statues et de bas-reliefs exposés dans cette station. Note du nettoyage, environ 500 000 francs à la charge de la RATP, donc des usagers contribuables. La Marseillaise en est encore toute retournée. Cette statue de la Révolution et ses sœurs du métro Louvre, toutes copies d'œuvres célèbres, ont subi l'autre nuit un bien spectaculaire outrage. La station entière souillée, ou selon les avis embellie, par un foisonnement de nuages multicolores que l'on nomme tag, bombage, graffiti. Selon la RATP, les voyageurs ont fort peu apprécié. Tu allumes la télé le soir et tu vois tes trucs à la télé, tu hallucines complètement. Et on s'est dit qu'on avait réussi, le coup avait été réussi, quoi. André qui était sur le quai, qui répondait à des interviews, machin. Moi j'aime bien ce qu'ils ont fait parce que l'idée est marrante quand même de s'installer au Louvre. Le musée, le graffiti s'installe au musée. Cette idée-là, j'aime bien. La plupart des Parisiens n'ont pas supporté. C'est pour ça que nous avons voulu faire très très vite pour le nettoyer. Donc on savait qu'on aurait une bonne couverture presse, mais pas à ce point-là, quoi. C'est remonté jusqu'au ministre pour choper les mecs qui ont fait la station Louvre, donc ils ont mis les moyens.
Ils ont mis des moyens de police, d'investigation, ils ont trouvé, ils ont chopé les mecs. Et pour la première fois, des personnes sont incarcérées pour avoir fait des graffitis. La répression existait déjà depuis le départ, mais elle a pris à ce moment-là une tournure beaucoup plus sévère. Une brigade de la SNCF va se spécialiser dans la lutte contre ce phénomène. Par la suite, les lois seront adaptées et durcies. La prison ne sera plus une exception. La pratique du graffiti va devenir beaucoup plus risquée. On fait de la prison pour du graffiti, alors que notre seule idée était de faire ouvrir les yeux aux gens, quoi. Même si je pense qu'il fallait marquer le coup, je trouve ça exagéré de mettre des gens en prison pour de la peinture. Maintenant, ils savent pas trop comment faire. Mais en même temps, moi, en ce qui me concerne, par rapport à l'impact du truc et par rapport au plaisir que j'en garde, je regrette pas. Le graffiti a pris 10 ans de ma vie. Moi, j'ai fait ça de manière méticuleuse, sérieuse, comme un travail. Et maintenant, je réalise que j'ai fait tout ça pour pas grand-chose, uniquement pour le kiff. Et s'il fallait le refaire, je le referais direct. Parce que pendant un moment, rien que le fait qu'on pensait pas au fric, et ça c'est très rare, je souhaiterais même à mes gosses si un jour j'en ai, on a eu 4-5 années magiques où de toute façon on s'en foutait, on n'avait pas besoin d'argent et les soucis d'argent ne nous traversaient même pas la tête, quoi. C'est le plaisir d'avoir amené ton art un petit peu plus loin. C'est pourquoi dans le rap, il y a pas mal de gens qui peuvent stagner. Parce qu'à un moment donné, le truc qui va te faire plaisir, c'est le chèque qui tombe. Donc ça ne te pousse pas à aller plus loin. Je pense que si dans le graffiti, à un moment donné, tu ne vas pas plus loin, t'arrêtes. Bon, on a continué, c'est là qu'ont commencé vraiment les pseudos. Bon, pour nous, parce que même sur nos mandats de dépôt, d'incarcération, on avait nos surnoms, tout ça, c'était plus possible. On faisait un tag un peu voyant, il débarquait tout de suite. On a dû trouver des solutions, encore une fois. Les solutions, c'était des changements de nom. Moi, j'ai fait des Moches, Sen, Sent, Raki, Kent. La nouvelle génération perpétue les deux manières de pratiquer le graffiti. À savoir, d'un côté, sortir des lettres toujours plus belles dans des endroits encore plus improbables, et d'un autre, pousser encore plus loin les illustrations et les styles sur les murs légaux. Ainsi, les writers de la deuxième génération investissent à leur tour les terrains vagues, et si certains vont y peindre en parallèle à leur activité illégale, d'autres vont s'y installer exclusivement. D'un autre côté, tu as aussi des mecs comme les PCP, Cap, numéro 6, tu vois, qui je pense a apporté un peu de nouveauté en fait dans les personnages, tu vois. Au début, tu avais Mode 2, les BBC, et puis tu as eu numéro 6. J'étais un grand fan de mode, on va dire beaucoup plus que Jeb, bien que j'ai appris à redécouvrir son travail après. Il y a eu une période de gestation où on faisait du mode, quoi. Enfin, les gens qui faisaient du perso essayaient de faire au moins un peu aussi bien que lui. Ce qu'il y a franchement PCP, ce qu'on a réussi à faire, on a peut-être réussi à amener un style en France qui a débloqué les yeux de ce que les gens sur lesquels ils étaient bloqués, quoi. Ils avaient vu que mode et bim, on a apporté un autre style. C'était en fait des persos qui ressemblaient pas à des b-boys, quoi. Et c'est là où c'était un peu nouveau, c'est qu'on s'orientait plus vers de la BD, vers quelque chose de nouveau en fait. Disons qu'il y avait vraiment la volonté de faire de l'image, quoi, avant tout, plus que du vandalisme. Je dis numéro 6, c'est lui qui était le plus fort d'entre nous, qui avait un esprit débordant d'idées de dingue. Et je pense que numéro 6 a influencé pas mal de gens par la suite. À côté des PCP qui se sont distingués grâce à la qualité de leurs illustrations, un autre crew, les Mac, se font également remarquer pour leur travail en groupe et leur capacité à exécuter des fresques de grande taille. Nous, notre kiff, c'est peindre ensemble pour justement partager des choses et même se pousser plus loin par rapport au c'est pas individualiste, quoi, tu vois. C'est pas compétition pour qu'il y ait un gagnant parmi nous, c'est compétition pour qu'on soit gagnant. Il y a un mur comme le mur de la rue du Noix, en fait, qui est au métro national, qui fait la longueur d'un stade. En fait, a commencé à être un des gros spots aussi parisiens, parce que c'était à la fois accessible de la rue et à la fois c'était toléré. Et donc au début c'était plutôt un grand patchwork, c'était les TW, c'était certains des Mac, il y avait Nacio qui était là, il y avait pas mal de gens. Et ensuite le mur a commencé à être repeint régulièrement. Mais bon, Dunois, ça a été, et c'est encore
un bon spot à Paris, un espèce de Hall of Fame. On a fait des gros murs à Bagnolet, là, on a fait un gros mur sur le Millennium, un gros mur Tibet libre, tu vois, des trucs que finalement la municipalité, les mecs des élus, tu vois, qui passent là, ils font mais c'est quoi ce délire? T'as des mecs qui viennent, ils peignent à Bagnolet, ils font des grosses productions comme ça, t'as des mecs qui viennent, t'as la télé qui viennent, des journalistes, des mecs qui viennent prendre en photo, t'as les voisins d'à côté, ils sont super contents. Et nous on n'est pas au courant, vous êtes qui et tout. Ouais, nous on fait ça, mais on vous demande rien, on n'a rien à voir avec vous, quoi. Bah maintenant, ouais, on a toute la rue Sadi Carnot, on peint c'est des spots qu'on peint en pleine rue. On a des spots comme ici, tu vois, où les gens, tu vois, la population vient et apprécie, quoi, tu vois. T'as pu voir des vieux qui viennent, ils se prennent en photo devant, ils prennent leur petit-fils devant. Moi, ça me fait kiffer. Aujourd'hui, ça a pris carrément une autre dimension, quoi, tu vois. C'est les gens, ils kiffent. Donc, voilà, autant en profiter, quoi, autant les faire kiffer, quoi. Les fresques éveillent l'intérêt de la population pour le graffiti. Certains writers développent un graffiti légal, sur des murs autorisés, ou remplissent des commandes pour des entreprises ou des mairies. Même si la démarche de rendre le graffiti accessible au public est belle, elle est controversée. Certains lui reprochent de chercher à plaire et de transformer le geste contestataire de départ en une recherche de consensus. Loin des regards, les writers continuent à se retrouver dans les terrains pour y faire évoluer leur style et pousser plus loin le travail sur les lettres. Moi, ce que j'aime dans un mur, c'est quand chacun fait son truc. Entre chaque graphe, il y a un perso si c'est possible. S'il y a un mec qui déboîte en perso, qui peut faire un perso, ça va faire une espèce de bande. Faut pas. Moi, je kiffe pas les murs où il y en a les uns empilés sur les autres, il y en a partout. J'aime bien une bande comme ça, homogène. Chacun fait son truc, et voilà. En fait, comme tu peux plus peindre de métro, parce qu'à la base, c'est le kiff, c'est quand même de peindre des métros. Les murs, c'est bien, mais ça n'a rien à voir. Donc, on essaye d'adapter ce qu'on faisait sur les métros sur un mur. Dans ce genre de style, justement New York, un peu old school, etc., qu'on essaye de maintenir, et ben, t'as des gens qu'on a rencontrés, des gens comme Jay, Mod, tout ça, des gens qui sont vraiment à l'ancienne ici à Paris. Et quand on fait des graphes GT, BBC, moi je pense que le mur il est super cohérent et c'est pas un truc tout mélangé de fragueule, quoi. Donc là, je pense que le graffiti tel que je le vois, il prend vraiment son essence, quoi. Notre style c'est Galactic Tugs, nous on l'appelle comme ça, c'est un style qui vient d'il y a super longtemps, c'est un style préhistorique qu'on remet à une sauce galactique. C'est-à-dire que par exemple tu prends des styles de bandeau ou de chou de l'époque, qui sont des flèches et des bases super simples, super fines, avec juste de l'outline et voilà, et tu compliques la chose de façon à ce que ça ressemble à un robot ou à un vaisseau spatial. C'est-à-dire que nous on essaye de faire évoluer un truc à l'ancienne à une sauce 3008, quoi. Tu vois, en ça on a un groupe qui ressemble un peu à ça en Allemagne, à Berlin, c'est les RTZ. Eux ils sont un peu dans le même délire, quoi. C'est Return to Zero, ils partent de vieilles bases pour faire des nouveaux graphes, et ben on suit un peu cette mouvance, quoi. Dans la culture du graffiti, le throw-up, c'est un peu ce qui passe au-dessus du... C'est la limite entre le tag en fait et le graphe. Chaque lettre du throw-up est exécutée d'un trait ininterrompu, comme un tag. Et ce trait forme le contour d'une lettre pour lui donner du volume comme un graphe. Throw-up is a piece that is made to be done fast. Fast means the more you can do that night. Instead of doing one nice piece, you can do 100 or 200 throw-ups. That means your name is getting around more, and the more your name gets around, the more people see it, and the more famous you get in the graffiti world. Le throw-up est particulièrement apprécié des writers, mais son exécution demande une grande maîtrise des lettres. C'est un style d'écriture spécifique que les nouvelles générations vont nettement plus utiliser que les anciennes. Il y avait déjà des mecs comme Chaz ou D-Light ou les TCK qui faisaient déjà des srops, comme nous on a poussé ça. On a mis ça, si tu veux, à un niveau industriel. C'est-à-dire qu'on faisait que ça, on sortait, c'était srop. Tous les stores étaient pétés, il fallait pas qu'il reste un store avec des tags dessus, quoi. Il fallait qu'il y ait des srops partout, quoi.
Donc on est parti sur les stores parce que c'est clair que c'est le support le plus où les tags ou les graphes restent le plus longtemps. En général tout est effacé sauf les stores. Tu peux tomber sur un store avec un bandeau et un o'clock en même temps ou n'importe quoi. Enfin, toute l'histoire du graffiti sur un store, tu peux la retrouver. Donc on se disait, au moins là, ça va rester. Et donc je crois que l'apogée, c'était 98, où pratiquement, quasiment tous les stores étaient sropés, tous les toits, tous les camions. La rue, c'est vraiment tout le monde le voit. Tu veux pas le voir, tu le verras quand même. Donc des throw-up en pleine rue, des tags fat cap en pleine rue, c'est vraiment au top. Disons qu'une telle prolifération de graphes au même moment, dans les deux mêmes années, 98-2000, surtout 99, c'est clair que ça a fait le changement, quoi. De la même manière que tu as des mecs qui font du terrain à grande échelle, tu as des mecs qui font du train à grande échelle, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des trains tous les soirs, qu'ils vont prendre des trains tous les jours. Début des années 90, les RER ont commencé à être peints. Mais c'est plus tard, privés du métro parisien, que l'énergie des taggers s'est reportée sur les trains de banlieue. Ils investissent les lignes les unes après les autres et réalisent des peintures de plus en plus impressionnantes, tant par leur qualité que par leur quantité. Et en 92, donc, on se met à faire des wallcards, donc des pièces carrément en couleur sur les trains. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on a ramené dans le graffiti en France, c'est de faire des espèces de grandes scènes en couleur avec des personnages, mettre une espèce d'univers fantastique sur les trains, mais qui est même plus dans le délire vandale, mais qui est plutôt dans le délire vraiment faire une espèce de belle pièce en couleur sur un train. Des supports qui poussent au respect, c'est les trains, donc c'est quand même un grand kiff de poser son nom sur un train et qui roule. Ça c'est vraiment le support qui défonce, le numéro 1. C'est le truc de voir cette couleur rouler sur la couleur qui roule comme ça sur un train, que ce soit un nom, des persos, ton nom ou un autre nom ou une phrase ou quoi. Cette couleur qui passe sur les trains comme ça, qui roule, c'est vraiment trop beau. Déjà il roule et il rentre en station et tout le monde le voit quand il tourne et on dirait qu'il prend vie et ton graffiti part, qui prend vie, qu'il reste pas inactif et que juste 2-3 personnes vont voir. Tu sais que quand il va tourner, il va choquer plus d'un sur le quai. Aujourd'hui, continuer à pratiquer le subway art coûte cher. À chaque nouveau graphe, la SNCF porte plainte. Comme l'avait déjà fait la mairie de Paris pour les rues et la RATP pour les métros, elle met tout en œuvre pour empêcher ces peintures qui lui coûtent chaque année plusieurs millions d'euros à nettoyer. Il est même arrivé des fois où le lundi matin on voyait sortir un train sur lequel les deux groupes étaient passés à des moments différents, des trucs comme ça, quoi.